Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la chance d'être reçu chez Thomas dans son studio et aujourd'hui il va nous parler de quelque chose, un événement, dis-moi. Oui, la sortie du livre, la boîte à outils du marketing vidéo. Merci Frédéric, parce que Frédéric est un contributeur dans ce livre. Et donc on l'a édité chez Duno, parce que toi aussi tu as ton livre, il est juste derrière. Là, ça tombe bien. Le gros hacking. Et donc ouais, c'est un livre qui va sortir le 18 septembre. Et donc dans toutes les grandes librairies, et ça parle en 58 fiches outils, ça parle de comment mettre en place une stratégie de marketing vidéo, du contenu qui va être bien référencé, comment on passe du contenu gratuit au contenu premium, au contenu payant, comment on se vend en vidéo. Il y a des sujets techniques, il y a des sujets de référencement, il y a beaucoup de choses sont abordées, et le dernier chapitre, on l'a coécrit, le gros hacking appliqué à la vidéo. Alors justement, on va revenir sur les fondamentaux d'abord. D'abord, comment on fait pour être plus visible sur YouTube. Comment on va améliorer son référencement d'une vidéo? Bon, on connaît quelques classiques, mettre des mots-clés qui sont tapés dans les mots-clés justement de la vidéo. On va essayer de travailler sur le titre, etc. Mais donne-nous un petit peu tes astuces, c'est quoi en fait? Alors pour gagner en visibilité, si on parle de YouTube, c'est ma plateforme préférée pour du référencement, c'est top. Et il y a plein d'astuces et des nouveautés sur YouTube. Quand on en tire réellement profit, on peut gagner beaucoup de vues. Les dernières tendances du moment, c'est que, tu l'as dit, les mots-clés. Alors déjà, quand on parle de mots-clés, c'est déjà de se dire on s'autorise à aller adresser des sujets qui sont réellement recherchés. C'est pas simplement, je suis un expert, j'ai envie de me faire plaisir et d'adresser tel sujet pointu. Et donc oui, j'ai retrouvé les mots-clés forcément, et on recherche les mots-clés, puis après on se rend compte que la vidéo n'est pas aussi populaire qu'on souhaiterait, tout simplement parce que, à la base, ce sujet d'expert, c'est pas vraiment ce que recherche le plus. Oui, ou même le mot-clé. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je donnais encore cet exemple-là, pour fiche de paye. Fiche de paye, tu peux faire P-A-Y-E ou P-A-I-E. Et il y a le double ou le triple entre P-A-I-E et P-Y-E. Donc il faut choisir déjà le bon mot-clé en utilisant par exemple un SEMrush ou tu utilises d'autres outils. Raconte-moi un petit peu quel est ton outil préféré. Alors, mon outil préféré, ça reste TubeBuddy. Mais ne serait-ce que sur fiche de paye, en fonction de comment on l'écrit, une petite astuce toute simple. Sur google.fr, on tape comment le tirer du bas, le petit chiffre 8, comment tirer du bas fiche de paye, et là Google va nous faire des suggestions. Il va nous dire comment, enfin, le logiciel pour créer une fiche de paye. Comment créer une fiche de paye, comment éditer, les logiciels, les solutions. Tout à fait. Donc il va nous faire des suggestions. En fait, ces suggestions, il faut imaginer que les robots d'indexation, les algorithmes sont un peu la nouvelle démocratie du web. C'est eux qui choisissent pour nous en fait. C'est pour ça que je sais que si on est un expert en fiche de paye, c'est pas à nous d'aller chercher des sujets pointus, c'est à nous d'aller regarder naturellement ce que les gens recherchent et d'aller se positionner sur ces sujets recherchés. En fait, comment on gagne en visibilité sur YouTube? Déjà, quand on adresse un sujet recherché, ça augmente les chances à ce qu'on ait du trafic sur notre vidéo. Mais la meilleure astuce que je puisse donner, parce que là ça va donner d'autres ingrédients que simplement l'histoire des mots-clés, c'est d'aller faire une recherche sur YouTube. Et donc, comment éditer une fiche de paye, de regarder ce qui ressort dans les résultats. Et regardez par exemple la première vidéo, les deux premières vidéos, qu'est-ce qu'elles ont en commun, qu'est-ce qu'elles ont de différent. Le titre, la miniature, et de se dire, et la durée aussi. Et donc de se dire, hey, le premier là, son titre, il est pas mal, parce qu'il y a un petit côté accrocheur qui me plaît bien, donc je vais essayer de travailler un titre accrocheur en reprenant un peu le mot-clé avec fiche de paye, et puis éditer, puisque c'est le verbe sur lequel on veut se positionner. Mais je vais essayer de faire un titre, ce qu'on appelle les titres putaclic, un titre un peu plus accrocheur. Allez où l'amorce? Comment éditer une fiche de paye sans erreur, comment éditer une fiche de paye sans risque de piratage, enfin je donne des exemples un peu bidons, mais conforme à la législation. Conforme à la législation, ce qui laisse entendre que 5 erreurs à peine faire dans la fiche de paye, qu'on fait une fiche de paye. En fait, toutes les petites accroches autour du mot-clé fiche de paye et éditer une fiche de paye qui vont faire que ça va accrocher au sens waouh, comment éviter ces erreurs? Oui, j'ai pas envie de passer pour un andouille auprès de ma hiérarchie quand moi j'ai une fiche de paye. J'ai envie d'éviter ces erreurs au maximum. Comment être conforme? Parce qu'on peut créer des fiches de paye non conformes, mais en gros, on m'expliquerait un jour que ça fait des années que je fais des trucs en non-conformité, et donc je peux me faire virer pour ça. Ou, c'est flippant, ça me fait peur, donc le titre m'intrigue, m'interpelle. On peut y avoir on peut créer de l'intrigue, de la curiosité, jouer avec les émotions. En tout cas, quand on a repéré sur des chaînes concurrentes des titres qui étaient déjà pas mal, on va se dire comment faire un titre plus accrocheur. Et aussi, regarder les miniatures et de se dire, ok, apparemment, les mecs, c'est des experts de leur sujet, ils ont trouvé le bon titre. Par contre, c'est pas des experts en graphisme, parce que leur miniature me donne pas du tout envie de cliquer dessus. C'est une miniature du logiciel, au lieu que ça soit
un visage ou une grosse phrase qui explique ce que c'est, etc. Exactement, voilà, tu as donné les bons exemples. Parce qu'effectivement, ceux qui vont vous éditer des tutoriels sur les fiches de paye, on peut s'attendre à ce que YouTube sélectionne une miniature au milieu de la vidéo. C'est genre, on devine en tout petit caractère que c'est effectivement un écran d'un logiciel qu'on reconnaît à peine. Alors que si cette même personne avait osé montrer son visage en miniature, alors ça c'est que maintenant on va regarder quelques conseils sur comment faire une belle miniature efficace. Justement, c'est une fiche qui est dans le livre, qui donne quelques exemples, ce qui va vous permettre de vous démarquer, parce que c'est un critère pour se démarquer qui est très important. Vous allez publier, vous, une vidéo avec un titre plus accrocheur, vous allez essayer d'aller voir les mots-clés que lui a utilisés dans sa vidéo, réutiliser des mots-clés similaires. Dites-les à l'oral aussi, parce que peut-être que la personne qui a fait la vidéo, qui se classe bien, qui dure 10 minutes, lui a peut-être oublié de dire au début de cette vidéo comment éditer des fiches de paie en toute conformité. Si vous le dites à l'oral dans votre accroche de vidéo, déjà c'est aussi des mots-clés qui sont dits à l'oral. La transcription de YouTube. Donc c'est tous ces petits plus qui font que vous allez gagner, vous allez appliquer les meilleures pratiques en termes de référencement. Maintenant, les astuces pour vous distinguer avec la miniature. Oui, c'est vrai qu'il y a un exemple, c'est Vincent Lévy, je trouve assez sympa. Ses vidéos, il les fait à l'arrache. On voit que c'est vraiment fait avec un selfie ou dans l'appart. Je dirais pas que c'est dégueulasse, mais c'est pas des vidéos de qualité. Et pourtant, la miniature, elle est hyper travaillée et on se dit, waouh, elle est super cette miniature. Mais en fait, non, la miniature n'a rien à voir avec la vidéo et pourtant, ça a donné envie de cliquer. Et après, bien sûr, on regarde la vidéo, on se dit, ouais, c'est pas mal et tout ça. Là, ce que tu soulèves là, c'est très important parce que beaucoup de personnes peuvent se dire, je veux faire la meilleure vidéo du monde, qu'elle soit jolie quand je la vois sur mon disque dur. J'ai fait appel à des équipes de tournage, la vidéo, elle est pleine d'effets, c'est très beau. Sauf que si vous avez une miniature qui donne pas envie de cliquer dessus, c'est dommage, c'est de l'argent dépensé mis en l'air, puisque si peu de personnes cliquent sur la miniature avant de lire la vidéo, c'est dommage, ils ne verront pas votre belle vidéo. Alors que tu citais Vincent Lévy, effectivement, il est parti du parti pris de se dire qu'il apporte du contenu de valeur, et quelle que soit la manière dont il le filme, le son reste ok, ça c'est important que le son soit ok, il a une bonne énergie, il a le sourire, puis dès le départ, il va directement sur l'objet, il reste pas sur une intro qui dure des semaines et des jours, etc. Il va droit au but sur son accroche, donc ça accroche tout de suite. Les gens restent sur la vidéo, parce que c'est un critère, c'est ça? Oui, on en reparle dans un instant. C'est là, je vais te faire une accroche pour la suite. Dans un instant, ne quittez pas. Ne quittez pas. On vous livre des astuces pour la durée de visionnage dans un instant. Là, on était sur les hacks sur la miniature vidéo. Qu'est-ce qu'il fait, Vincent, par exemple? Il met son visage. Sur les 1/3 de l'image, qui va servir à votre miniature, il met un visage. En gros plan avec une expression. Donc ça soulève une émotion. Il pique une émotion en faisant cela. Et ensuite, sur les 2/3 restants de l'image, c'est là où il peut faire apparaître, si on reste sur la fiche de paye, on devine que c'est une capture d'écran d'une fiche de paye, mais il y a marqué, il y a un texte incrusté qui dit erreur fiche de paye, erreur fiche de paye, erreur de paye, erreur licenciement, des choses comme ça, erreur risque juridique. Ça interpelle vachement. Et les mots qu'on utilise dans la miniature peuvent être différents de ceux qu'on utilise pour le titre. Le titre, ça tombe bien, il y a aussi une fiche qui adresse sur comment faire un titre accrocheur. Il y a plein d'astuces sur le titre. Donc le titre, lui, il est lu par les robots d'indexation. Il faut à la fois qu'il plaise aux robots de Google, le titre que l'on met, il faut aussi qu'il pique l'intérêt de l'humain. Et la miniature, l'avantage, c'est que le contenu texte de la miniature n'est pas encore interprété par les robots. Donc on peut s'autoriser à mettre 2-3 petits mots qui viennent soulever ou appuyer quelque chose où on cherche à piquer la curiosité de l'être humain dans la miniature. C'est graphique, c'est très visuel. Donc, ah ouais, je crois qu'il y a pas mal de gens comme ça qui font une banque en fait d'expressions. Ils font des 1, et puis après donc ils demandent à leur graphiste et hop ils reprennent en fait le template de base et les photos et exactement. Ça aussi c'est une excellente façon justement pour pas avoir à recréer une nouvelle miniature à chaque fois. Ils ont déjà des miniatures prêtes à l'avance où ils se sont pris en photo avec différentes positions. Leur graphiste a détouré leur silhouette, ce qui leur permet à tout moment de poser cette silhouette sur n'importe quelle capture de fond, n'importe quel fond coloré, même la couleur, les choix de couleurs, des choses qui vont vraiment faire que votre miniature se distingue de la concurrence. Ça, c'est un premier critère pour gratter des vues. Grâce à ça, vous n'allez pas forcément gratter de la position dans le résultat naturel de recherche, mais vous allez augmenter vos chances d'apparaître aussi en vidéo suggérée. Et quand on regarde une vidéo sur YouTube et qu'on voit une vidéo à regarder ensuite et qu'il y a votre vidéo à vous qui a une miniature sympathique, dans le lot des miniatures, les gens vont plus cliquer sur la vôtre. Et ça, c'est un taux de clic qui est super important. Et maintenant, on parlait de durée de visionnage. Quand on parlait que la vidéo du concurrent fait 10 minutes. Allez, une astuce. Celle-là, les cadeaux. Il y a aussi effectivement une fiche sur la durée de visionnage, sur comment l'interpréter, cette dimension. C'est super important parce que, regarde,
les gens, YouTube, il s'est fait dépasser YouTube par les gens qui cherchent toujours à le dépasser. C'est-à-dire que les algorithmes, on cherche toujours à voir comment ils fonctionnent pour hacker les algorithmes. Donc, il y a déjà des gens qui, à l'époque, faisaient des titres putaclic, des miniatures avec une femme sexy à l'intérieur, donc les gens disaient, ah, mais j'ai envie de voir, c'est quoi ça? Ah oui, d'ailleurs, tu vois, moi, j'écoute beaucoup de musique sur YouTube, et beaucoup de musique un petit peu trance, machin, etc. T'as une nana en maillot de bain, et oui. c'est vrai que ça fait cliquer, alors que la musique, ça n'a rien à voir avec une nana en maillot de bain, quoi. Ça suscite de l'émotion. Mais avant, ce que faisaient les gens de manière abusée, c'est qu'ils vous mettaient des choses très attirantes à l'œil et on cliquait dessus, et finalement, la vidéo n'adressait pas vraiment les promesses du titre. Et la meilleure façon que YouTube a trouvé pour parer cette parade, c'est de calculer la durée de visionnage. Parce que vous, en tant qu'être humain, vous êtes sensibilisé à cliquer sur quelque chose, et derrière, si vous restez sur une durée significative sur la vidéo, YouTube va se dire, ok, apparemment, l'être humain a validé qu'effectivement le titre et la vidéo c'était raccord, que les personnes sont restées sur la vidéo, ils ont pas fui immédiatement sur une vidéo voisine. Donc cette vidéo, elle a de l'intérêt. Et puis en plus, YouTube mesure ces choses-là, ils disent mais attendez, c'est génial parce que grâce à vous, auteurs de contenu, grâce à vous, ben moi YouTube je vous remercie parce que grâce à vous, les gens sont restés 10 minutes sur ma plateforme, alors que quand ils consultent la vidéo des concurrents, ben il reste 5 minutes. Grâce à vous, il reste 10 minutes, grâce aux autres, il reste que 5 minutes. Ben, YouTube va privilégier votre vidéo. Et ça, c'est la durée de visionnage. Il y a deux manières de la mesurer. Soit on peut regarder les courbes, et ça c'est en pourcentage, et là on regarde simplement pour voir comment on intéresse les gens. C'est-à-dire on regarde comment évolue la courbe. Si la courbe, au début, ça marche bien, puis qu'à un moment donné, elle se casse la gueule très vite, c'est qu'à un moment donné, dans notre vidéo, on a bien travaillé notre accroche, mais après on embête les gens. Les gens partent. Si à un moment donné, la courbe a une descente naturelle, ça c'est normal. L'attention des gens baisse, elle est normale. Mais on regarde quand même la pente de cette courbe. Et quand on regarde la courbe, c'est très intéressant, parce que des fois, on peut voir qu'il y a des pics, c'est les statistiques moyennes, donc on peut voir que la courbe elle descend, ça veut dire qu'à cet instant de la vidéo, il y a un truc qu'on a dit qui n'a pas vraiment intéressé les gens. Ou alors on peut voir un pic vers le haut. Et là, ça veut dire qu'à un moment donné, on a créé quelque chose dans la vidéo, quelque chose d'assez visuel, quelque chose qui intrigue, et que les gens sont repassés le passage. Et ça, c'est bien parce que mis bout à bout, bah, ça augmente la durée moyenne de la vidéo. Donc une vidéo qui va faire 10 minutes, chez votre concurrent par exemple, si les personnes en moyenne restent que la moitié sur la vidéo, bah, YouTube considère que grâce à sa vidéo, les gens sont restés 5 minutes sur la plateforme. Ça m'emmène à l'astuce suivante. Quand on voit qu'il y a quelqu'un qui a fait une vidéo de 10 minutes, et ben on se dit, bah, je vais faire la même type de vidéo avec plus d'enthousiasme, plus de contenu de valeur, un titre légèrement différent, une miniature qui se différencie, qui est bien plus attractive. Et s'il a fait 10 minutes, je vais faire 15 minutes. Ouais, monsieur. Moi, je fais 15 minutes. Allez, c'est la fête. Et ben, statistiquement, si votre vidéo, en proportion, les gens la regardent aussi sur la moitié de la vidéo, puis après, peut-être qu'ils s'embêtent un peu, ils partent faire autre chose. Ben, YouTube dira, bah, grâce à vous, pour votre vidéo de 15 minutes, les gens sont restés à la moitié. Donc, grâce à vous, les gens sont restés 7,5, 7 minutes 30 chez moi, en tout, alors que la vidéo de votre confrère, les gens restaient que 5 minutes. Il va naturellement privilégier la vôtre au fur et à mesure. Donc, tout ça, ça pèse. C'est des nouveaux critères, l'attractivité, le côté visuel de la miniature. YouTube propose maintenant des mesures pour le mesurer, ça. Hein. Dans les interfaces de mesure de YouTube, il vous dit, voilà, cette miniature vidéo, cette petite image, sur la plateforme YouTube, voilà le nombre de fois elle a été montrée, et voilà le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. Ça s'appelle le taux de clic. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est une mesure qui est riche d'enseignement et qui permet vraiment de créer une différence. Et la durée de visionnage, c'est un deuxième critère pour se différencier. Et il y a plein d'astuces sur comment faire en sorte que les gens restent dans la vidéo. Alors, une dernière chose, juste quand on finit sur les critères de visibilité, tu nous disais que tu étais un gros fan de TubeBuddy. Qu'est-ce que ça permet de faire? Parce qu'en fait, le nouveau design des chaînes YouTube, il est quand même pas mal maintenant. Qu'est-ce que ça t'apporte en plus? Suggestion de mots-clés, les mots-clés des concurrents, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, tu viens de le dire. C'est sur la partie mots-clés, ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous êtes sur une thématique, il va vous dire petit à petit si vous tapez dans le mille ou pas. Je vais trouver l'exemple rapidement, puisque j'en parle de TubeBuddy avec une capture d'écran. Hop, c'est dans il y a un dossier qui est consacré au référencement là-dedans. Et on va trouver tout de suite, dossier référencement, tac, le référencement vidéo. Donc, TubeBuddy, j'en parle très vite parce que c'est très important. Voilà. Je donne l'exemple du fond vert. On a parlé tout à l'heure du fond vert. Vous voyez, on a préféré faire cette vidéo sur un fond naturel. C'est quand même plus sympa, non? Quand je cherche fond vert sur TubeBuddy, et il me dit, il y a un volume de recherche effectivement qui est excellent sur fond vert. Beaucoup de gens cherchent l'expression fond vert. Par contre, il y a une très forte concurrence.
Donc voilà le scoring que je donne à fond vert. Ah ok, on se dit bon, à fond vert, effectivement, je vais ramer pour me positionner dessus. Alors sur TubeBuddy, je vais l'interroger un peu plus. Comment faire un fond vert? Là, sur cette expression, TubeBuddy commence à vous dire, ah, ça déjà c'est un peu plus pertinent, c'est un peu plus spécifique. Donc il va vous faire un scoring sur cette position de mots-clés. Il va vous analyser la concurrence et vous dire si c'est en termes de fréquence de recherche, si c'est intelligent d'aller dessus ou pas. Et enfin, j'ai fait un troisième test sur comment fabriquer un fond vert. Et là, il m'a fait un scoring très bon. Il m'a dit, voilà, à 74%, je vous donne un très bon scoring parce qu'effectivement, il y a un volume de recherche qui est correct, il y a une concurrence qui est faible. Et ça, c'est un bon credo parce qu'effectivement, comment fabriquer un fond vert, c'est beaucoup plus spécifique que fond vert tout seul. Et d'ailleurs, si vous faites une vidéo sur le sujet, vous aurez plus de succès à faire une vidéo qui s'appellerait comment fabriquer un fond vert que si votre vidéo s'appelait simplement fond vert. Ce serait tellement de sujets, c'est tellement large. D'accord. Et voilà, donc TubeBuddy par exemple m'offre l'opportunité de faire ça et après lorsque je choisis mes mots-clés pour comment fabriquer un fond vert, il va me faire pas mal de suggestions de mots-clés. Quand on l'utilise bien, il peut aussi aller vous suggérer, on peut aussi l'utiliser pour fabriquer sa miniature vidéo et on peut aussi faire du test A, B sur sa miniature vidéo. Ça, c'est des fonctionnalités qui sont assez intéressantes parce que comme je disais tout à l'heure, ça devient un véritable angle stratégique, le visuel de sa miniature. Et quand TubeBuddy vous propose de faire un test AB sur vos miniatures, là, ça devient un produit intéressant. Ah, là, il faut avoir aussi un certain volume. Alors, deuxième chose, justement, pour avoir du volume, on sait qu'un des critères aussi sur YouTube, enfin, pour avoir de la visibilité, c'est le nombre de visites qu'on va faire dans les 24 heures ou quelque chose comme ça. Donc, pour avoir ça, souvent, il faut avoir une base d'abonnés, soit de fans, en fait, sur YouTube, et ça, on construit sa base de fans. Soit, en fait, on a une newsletter et un email dans lequel on va pousser. Il y a pas mal de blogueurs comme ça qui ont des stratégies de pousser du commanderie de Traffic Mania, par exemple. Et sa stratégie, c'est de pousser de la vidéo plutôt que de pousser un article de blog. Donc, comment on fait pour aller passer justement d'un contenu classique à récupérer des coordonnées et à vendre derrière? Alors, déjà, quand on veut augmenter les chances qu'il y ait de l'activité sociale dans sa vidéo dans les 24 premières heures suite à la publication, on provoque cette chance. Donc déjà, effectivement, quand on a une base de contact, qu'on a même la possibilité de relayer sur ces autres plateformes de réseaux sociaux le fait que la vidéo sur YouTube, elle existe, ça, il ne faut surtout pas s'en priver, puisque il faut créer au maximum, dès les premières heures d'existence de votre vidéo, il faut créer de l'activité sur cette vidéo pour que YouTube se dise, bon bah, c'est pas une vidéo comme ça, perdue dans les limbes, parce qu'il y a quand même 500 heures de vidéos publiées chaque minute sur YouTube. Donc l'idée, c'est de se dire, bon ok, celle-là, effectivement, il y a eu de l'activité sociale dans les premières heures de publication, ça c'est pris en compte, ça c'est intéressant, ça va donner plus de chances à ce que la vidéo se référence mieux par la suite. Là maintenant, sur ta question sur comment on passe du contenu gratuit à du contenu premium et payant, c'est qu'en fait, c'est de considérer YouTube comme une source de trafic. C'est plus simplement, on ne dit pas sur YouTube, ça vous a plu, bah contactez-moi sur YouTube, puis on verra comment on fait la transaction par chèque ou j'accepte le paiement plusieurs fois. Enfin, ces choses-là ne se disent pas, on ne dit pas ça sur YouTube. YouTube, on va chercher à faire des contenus qui vont se référencer, et dans son contenu, on explique qu'effectivement, il y a une ressource qui est ultra complémentaire au sujet qu'on vient d'aborder. Et par exemple, sur le logiciel des fiches de paie, on va dire, voilà, je vous propose en ressources offertes un guide pour choisir votre logiciel de fiches de paie, les bonnes questions à se poser pour mettre en place un logiciel de fiches de paie dans votre organisation. C'est hyper congruent avec la vidéo. Les gens se disent, bon, je serais trop bête de partir sur l'autre vidéo sans avoir pris au passage ce cadeau qui m'est proposé. Donc, le cadeau, c'est ce que j'appelle maintenant du contenu premium. On arrive sur les pages de capture. On a passé la matinée ensemble à discuter de ce sujet, des pages de capture. Comment les rendre plus attractives. La vidéo sur les pages de capture augmente les taux de conversion. Donc, cette vidéo-là, elle n'a pas vocation à refaire le sujet. Elle a juste vocation, l'objectif d'une vidéo de 2 minutes hébergée sur une page d'atterrissage, une page de capture de contact, elle a la vocation à citer au fait que les gens remplissent le formulaire pour recevoir le livre blanc. D'ailleurs, je dis recevoir le livre blanc, mais en fait, c'est un exemple de ressources de contenu premium. On peut aussi leur dire, écoutez, voilà ce qu'on vous propose. On vous propose 4 jours pour vous poser les bonnes questions. Un challenge 4 jours, un défi, et en fait, ils reçoivent tous les jours. Là, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un défi 7 jours pour en fait développer sa visibilité sur les médias sociaux. Et c'est vrai que ça a permis de pallier à ce que j'appelle moi
le problème d'attraction des livres blancs et e-books qui commence à être un petit peu vu, revu, parce qu'il y a eu des abus des e-books qui faisaient 5-6 pages, il n'y avait rien dedans. Et donc maintenant, le challenge vidéo, même pas mal de gens font des challenges 30 jours, payants ou gratuits. D'ailleurs, explique-moi un peu, toi tu as une technique assez intéressante, c'est le webinar evergreen, c'est le webinar qui fonctionne tout le temps. Alors raconte-nous un petit peu. Alors, le webinaire perpétuel, juste pour finir la parenthèse sur le contenu premium livré tous les jours, bah là c'est un tunnel vidéo qui est très intéressant parce que les gens, la promesse est forte. Ils arrivent sur une page de capture qui leur propose un challenge de 7 jours, avec un accompagnement où chaque jour ils vont recevoir une nouvelle vidéo. Donc là, l'avantage pour vous, c'est que ça fait 7 points de contact supplémentaires. Donc chaque jour, vous avez l'autorisation de lui envoyer un contenu vidéo. Donc chaque jour, ça augmente vos chances à ce qu'il vienne consulter cette vidéo dans un espace privé. Et en dessous, il va cliquer pour une offre payante. Ça, c'est une excellente manière de faire la transaction, de passer du contenu gratuit. On filtre par un contenu premium et les gens sont convertis vers un contenu payant. L'auto-webinaire, c'est une excellente stratégie. D'ailleurs, il y a David Benac, qui est expert du sujet, qui consacre, il y a 2 fiches outils, il y a 2 chapitres, et un chapitre sur les webinaires classiques. Le webinaire classique, bah, c'est un événement, vous le faites une seule fois, vous allez donner un rendez-vous en direct dans une salle de conférence, et donc vous faites tout le nécessaire pour en faire parler. Tu es sur quelle fiche là? Ah, bah David, avec les webinaires automatisés. Alors, le webinaire automatisé, c'est une excellente stratégie. Et l'intérêt, c'est expliqué dans le livre comment on passe d'un webinaire classique au webinaire automatisé. Dans les conseils de David, c'est déjà de pratiquer plusieurs fois le webinaire normal avant de se décider à automatiser. Oui, parce qu'il faut que ce soit un super webinaire, parce que s'il est nul, si vous n'êtes pas bon, s'il n'a pas fait une bonne conversion, ça sert à rien d'automatiser. Donc si on a, et je crois que David explique dans le livre quel est le seuil que lui il a mesuré, à partir du moment où on peut considérer que le webinaire qu'on a pratiqué une première fois, une deuxième fois, on s'est entraîné à le faire plusieurs fois, donc ça c'est des événements que l'on crée, hein. On a réuni des audiences, on a regardé comment ça convertissait. Quand on arrive à avoir un certain seuil de conversion, là ça devient intéressant de se dire, ok, ce webinaire, l'enregistrement de ce webinaire, maintenant je le propose dans une salle qui va automatiquement, pourquoi pas tous les jours, c'est tout à fait possible, David le fait très bien. Je fais de la publicité sur Facebook, je fais de la publicité sur des canaux d'acquisition payante. Oui, ou même sur son site web, on fait on dit qu'il y a toutes les semaines en fait un événement, alors que c'est le même événement qui est joué en replay. Exact. Effectivement, sur sa landing page, sur sa home page, on peut dire effectivement un petit bouton bien dans l'audience pour dire inscrivez-vous au prochain webinaire. Et c'est pas mentir de dire inscrivez-vous au prochain webinaire, on n'est pas en train de dire prochain rendez-vous en direct, on dit prochain webinaire, prochaine masterclass. Donc les gens cliquent, s'inscrivent, effectivement tout est automatisé parce que ils vont s'inscrire, ils prennent rendez-vous avec une date avec vous, et vous avez toutes des séquences d'emails qui sont bien pensées pour rappeler les gens 1 heure avant que la conférence commence, un quart d'heure avant, comme les conditions d'un webinaire ordinaire, sauf que c'est automatisé, et votre présence n'est pas obligatoire, vous n'êtes pas obligé d'être là à surveiller que les gens rentrent bien dans la salle, et les accueillir, puisqu'il n'y a plus de direct. Maintenant, on peut simuler le direct. Vous pouvez diffuser votre vidéo dans une salle de webinaire, la vidéo est préenregistrée, mais intervenir à la fin pour les questions-réponses. Exactement. Rien n'empêche de chatter en même temps avec les gens qui chattent et les gens comprennent que vous êtes présent, même si ce n'est pas vous qui parlez face à eux. D'ailleurs, pour ton webinaire, le sommet que tu avais fait, pour certaines vidéos, tu étais en replay d'un enregistrement et après derrière, tu étais en chat. Et même moi, j'y étais d'ailleurs. Oui, le sommet virtuel, le sommet de la vidéo que j'avais organisé, eh bien, effectivement, il y a aussi un chapitre complet sur le sommet de la vidéo, c'est encore le sommet virtuel. Juste avant qu'on passe de sommet, parce que le sommet c'est vraiment le summum, parce que c'est un effort et une énergie très importante. Quelle solution utilises-tu pour faire du webinaire automatique, c'est-à-dire programmer un replay de manière automatique pour que les gens s'inscrivent et aient l'impression que ce soit un replay live? Qu'est-ce que tu préconises? Il y a 2 solutions que je préconise. La française que je préfère, c'est Learny Auto Webinaire. C'est une solution de chez LearnyBox. Et la deuxième, c'est une solution américaine de chez Webinar Jam, EverWebinar de Webinar Jam. Les deux fonctionnent bien. Quand on sait les paramétrer, on sait dire voilà où est ma vidéo, elle est là, donc utilisez-la. Et voilà comment je veux animer ma zone de discussion. Et après, les pages de capture, les pages où on donne rendez-vous à une personne, elle ouvre la salle webinaire, elle accède au bon de commande, elle paye, et après il y a toutes les stratégies d'upsell, etc. Tout ça, c'est du tunnel qui est déjà mis en place, que vous pouvez déjà faire. Soit, toi, tu utilises des solutions autour de WordPress, ou soit ClickFunnels aussi, une solution américaine, ou bien LearnyBox permet aussi, à côté de son auto-webinaire, d'alimenter toutes les pages marketing qui vont autour. Il y a System.io aussi qui le fait. Il y a plein de solutions comme cela qui sont clés en main et qui vous soulagent de la partie technique.
Alors donc là, c'était le stade moyen. Dans le stade ultime, tu l'as organisé toi-même, un sommet de la vidéo, c'est une énergie intense, Oui. c'est un momentum, comme on dit, dans un... à quoi ça sert, pourquoi on le fait, explique-nous un petit peu ta stratégie là-dessus. C'est le branding, c'est quoi? Ouais, pour les plus curieux, effectivement, il y a une fiche dédiée à cela où j'ai interviewé une experte du sujet, Céline Martinez, qui a l'habitude chaque année d'organiser des sommets. C'est vers la fin, ça va être l'outil 55 ou l'outil 54, c'est qui connaît son livre par cœur. Ah, c'est ça. Augmenter votre notoriété. C'est le 52. L'outil 52, effectivement, sur un bouquin qui fait 191 pages. Et oui. Alors, l'outil 52, augmenter votre notoriété. Tout est dit dans le titre. Parce qu'effectivement, au moins le point commun entre tous les sommets virtuels, donc le principe du sommet virtuel, c'est l'outil 52, c'est qu'en fait, on va proposer aux gens un événement. Donc, ils vont venir s'inscrire et pendant une dizaine de jours, ils vont recevoir chaque jour 2 interviews que vous avez préenregistrées avec des experts. Et les experts vous aident à communiquer aussi sur l'événement, vous aident à capter des contacts qualifiés autour de votre thématique. Moi, j'ai fait le sommet de la vidéo, ça tombe bien. J'ai rencontré des vrais experts sur ce sujet-là. Ça a apporté beaucoup de valeur à mon audience et aussi à une nouvelle audience, parce que c'était un rendez-vous, c'était un événement. Et chaque jour, pendant 10 jours, ils voyaient des interviews intéressantes. Et à la fin, il y a différentes stratégies pour le monétiser. Donc, la plus classique, c'est de proposer la vente des enregistrements et pas mal de bonus. Et ça plaît en général, parce que les gens qui n'ont pas pu tout suivre, eh bien, vont payer un ticket d'entrée pour accéder à l'intégralité des enregistrements et pas mal de bonus sympathiques. Ça aide à la conversion. Mais le vrai point commun avec tous ces événements, c'est la notoriété. Parce qu'en fait, en l'espace d'un temps court, puisque c'est un événement qui fait du bruit, puisque les experts vous aident à communiquer sur l'événement, ils attirent une audience qui est similaire à la vôtre, ou une nouvelle audience. Et vous allez capturer ces prospects sur votre page d'inscription. Exactement. Et puis, il y a aussi ce que j'appelle l'influence magnétique, c'est qu'il y a un aura, c'est-à-dire quand on interviewe des experts, quand on fait plein d'experts, mais derrière l'audience, se dit, voilà, leur aura, on en capte un petit peu. Moi, je capte en ce moment l'aura. Et inversement. De Frédéric. Et tu étais invité d'ailleurs au sommet. Et ça, par rapport à l'énergie dépensée, par rapport à ce que ça rapporte à la fin, surtout quand on est sur ces premiers sommets, faut pas voir ça comme l'événement le plus rentable de l'année. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. Il y a d'autres stratégies qui vous offrent une belle rentabilité. Mais en termes de notoriété, c'est un vrai plus. Et je l'ai vécu et ça marche. C'est vrai que peu de marques, en fait, ça se fait beaucoup dans le domaine du web marketing, mais dans les marques classiques, très peu de marques le font en disant, voilà, pendant une semaine, je vais faire la semaine du marketing digital en interviewant des différents experts. Moi, je l'ai fait aussi au niveau des locaux. On a fait le Sales Day, c'était les journées de l'expérience client, et on a fait 3 web séminaires en live dans la journée, et on a fait intervenir plusieurs experts de chez nous, et c'est vrai qu'on a événementialisé l'aspect. Alors que d'habitude, on faisait un séminaire par mois, on a fait 3 dans la journée, et c'est vrai que ça a fait un boom, et on a tiré un livre blanc de tout ça, on a fait des vidéos, c'est l'aspect boom, événement, c'est quelque chose d'exceptionnel. Exactement, tu as raison. Et d'ailleurs, moi, j'exploite comme cela. Chaque année, je fais aussi la Vidéo Week, donc la semaine consacrée à la vidéo, ou le Vidéo Friday. Donc pareil, c'est des formats, comme tu l'as dit. C'est dès qu'on crée de l'événement, quelque chose qui est un peu original ou qui sort du lot, ça apporte un petit plus sur notre marché. J'ai fait un jour, et tu as contribué, le challenge de faire 14 heures de diffusion en direct avec 30 entrepreneurs à mes côtés, et c'était pour une bonne cause, parce que je ne cherchais pas du tout de rentabilité financière sur le sujet, et c'était un événement qui était très bon pour le branding de tous ceux qui ont participé, et aussi le branding de l'organisateur. Mais c'est des challenges. Quand vous faites des événements qui sortent du lot, qu'ils soient virtuels ou physiques, ça vous démarque de la concurrence. Et ce que tu disais dans le monde d'autres entreprises, je le vois aussi, des entreprises qui organisent des journées comme ça événementielles, et elles seront de plus en plus virtuelles, ces journées-là, avec mobiliser les gens. Exactement. Et donc on trouvera de plus en plus des webinaires d'une journée entière, ou des séries de webinaires sur toute une journée, ça se fera de plus en plus. Alors on va passer au concret, au réel. Si on veut se procurer ton livre, la boîte à outils du marketing vidéo, on va sur quel site internet? Soit Amazon, parce que c'est des bibliothèques, mais vous allez chez n'importe quel Fnac, n'importe quelle Cultura, n'importe quelle grande, bonne bibliothèque, librairie française, vous pourrez se procurer la boîte à outils du marketing vidéo qui est éditée chez Duno. Donc, ce qui est bien, c'est que moi, à chaque fois que je vais chez Cultura, il y a des rayons complets sur cette collection boîte à outils, et donc on peut choisir selon l'affinité. Et le marketing vidéo, maintenant, c'en est une. Et donc, ton site internet, si on veut en savoir plus? Eh bien, vous pouvez me retrouver sur le blog marketing vidéo. Ça, c'est mon blog sur lequel vous pouvez retrouver mes derniers articles, dernières actualités. Et voilà.
Et donc, rendez-vous prochainement donc, pour la sortie donc, du bouquin. Et n'hésitez pas à aller sur le site de Thomas. Allez, à plus. Bye bye.